Le saillant de Vremivka. Pendant 3 ans d'opérations militaires spéciales, ce nom est resté un point névralgique sur la carte de l'état-major russe. Le triangle de localités, Neskuchne, Blaodatne, Makarivka, Urozein, Staromayorske, centré sur la ville de Velika Novosilka, constituait une puissante zone fortifiée, enfoncée comme un coin dans les positions russes, à la jonction des axes de Zaporijia et de Donetsk. Ce n'était pas qu'une simple localité, mais un nœud routier stratégique reliant deux groupements clés de la défense ukrainienne. La perte de ce nœud n'aurait pas signifié une défaite locale, mais un effondrement systémique de l'intégralité du front sud des forces armées ukrainiennes, FAU. Au cours de l'été 2025, le commandement ukrainien, cherchant à réduire le saillant russe dans la zone de Robotine et Verbov, a lancé dans l'offensive des brigades mécanisées d'élite équipées de matériel occidental. Au prix de pertes colossales, estimées à plus de 10 000 tués et blessés en 2 mois de combat, elles ont réussi à repousser les troupes russes de quelques kilomètres. Mais cette victoire tactique s'est transformée en piège stratégique. Les unités ukrainiennes se sont enfermées dans ce qu'on appelle une poche de feu, un saillant balayé par l'artillerie russe depuis 3 directions, où chaque mouvement de matériel et d'hommes était instantanément repéré par des drones et ciblé par des tirs. Le commandement russe a patiemment attendu son heure, observant l'ennemi épuiser ses réserves et étirer ses lignes de ravitaillement dans ce saillant. Et lorsque le moment est arrivé, la frappe fut menée avec une telle rapidité et précision que la défense ukrainienne s'est effondrée en quelques heures. Ce qui s'est passé près de Velika Novosilka, fin novembre 2025, entrera dans les manuels d'art militaire comme un modèle d'opération d'encerclement dans les conditions de la guerre moderne, où l'association de la tactique classique de la manœuvre, des technologies de reconnaissance avancées et de l'emploi massif de drones a créé un effet comparable au légendaire Khan d'Hannibal. Les 3 semaines qui ont précédé le début de l'opération, les unités de sapeurs russes ont mené un travail étrange à première vue. Sous le couvert de la nuit, elles ont méthodiquement retiré leurs propres champs de mines, installés des mois auparavant aux abords des positions ukrainiennes. Mines antipersonnelles, mines anti-chars, pièges à fil de détente, tout a été soigneusement extrait du sol et évacué vers l'arrière. Pour un analyste militaire expérimenté, c'est un signe univoque de préparation à l'offensive. Personne ne retire des champs de mines s'il ne prévoit pas d'avancer à travers ce territoire. Les services de renseignement ukrainiens ont bien enregistré cette activité. Les drones des FAU ont repéré les mouvements nocturnes d'engins de déminage. Les caméras thermiques ont identifié des groupes de personnes travaillant dans l'obscurité sur la zone neutre. Mais le commandement ukrainien a fatalement sous-estimé l'importance de ces données. Dans les rapports analytiques, cela fut qualifié de travaux de génie routinier, peut-être un redéploiement de champs de mines pour renforcer la défense. Personne n'a imaginé que les forces russes préparaient une offensive de grande ampleur précisément ici, sur un secteur du front où régnait un calme relatif depuis des mois. Cette sous-estimation a coûté des milliers de vies aux troupes ukrainiennes et a conduit à l'une des plus grandes catastrophes de la campagne d'automne 2025. Tandis que le commandement des FAU concentrait son attention sur d'autres axes, Kupiansk, Chassiv Yar, région de Koursk, près de Velika Novosilka, les troupes russes concentraient secrètement un groupement de frappe pour une opération destinée à changer toute la configuration du front sud. L'offensive n'a pas commencé par la préparation d'artillerie traditionnelle, ni par des frappes aériennes massives qui auraient démasqué l'axe principal de l'attaque. Le commandement russe a appliqué une tactique que l'on pourrait qualifier d'ouverture chirurgicale des flancs avec des éléments de désinformation opérationnelle. Sur l'axe ouest, dans la zone des localités qui couvraient Velika Novosilka par l'ouest, les systèmes de déminage Zmei Gorinich, dragon à 3 têtes, ont rugi. Des systèmes impressionnants qui tirent des charges explosives linéaires pour créer des passages dans les champs de mines. Les explosions ont été entendues sur des kilomètres, donnant l'impression au commandement ukrainien que l'attaque principale serait lancée par l'ouest. Les réserves ont été mises en alerte et ont commencé à se déplacer pour renforcer le flanc occidental de la défense. C'était une désinformation classique, visant à détourner l'attention de l'ennemi de la véritable direction de l'effort principal. Pendant que les réserves ukrainiennes se précipitaient vers l'ouest, sur le flanc est, dans la zone des localités de Zolotaya Niva et Shakhtarska, une toute autre situation se déroulait. Ici, les troupes russes ont appliqué une tactique qui a reçu les surnoms imagés de tactique de la sauterelle ou tactique de l'essaim, du rocher. Au lieu des colonnes de chars et mécanisés traditionnelles, qui représentent des cibles volumineuses,
Facilement détectable et vulnérable à l'artillerie et aux drones, l'attaque fut menée par une vingtaine de petits groupes mobiles. Leur transport, des motos, des buggy, des quads, de légers véhicules blindés. C'est la flotte de moustiques des steppes, rapide, manœuvrable, capable de se déplacer hors piste et de se disperser sur une grande surface. L'avantage clé de cette approche s'est manifesté immédiatement. Les véhicules légers, pesant bien moins d'une tonne, ne provoquant pas la détonation des mines anti-chars, réglées pour être déclenchées par la pression des engins lourds. Les champs de mines ukrainiens, destinés à stopper les chars et les VFI, se sont avérés inutiles contre cet essaim de véhicules légers qui les ont traversés comme de l'eau à travers une passoire. Les mines antipersonnelles représentaient certes une menace, mais leur densité sur ce secteur était insuffisante pour contenir efficacement ce type d'assaut. L'effort principal fut porté sur le flanc oriental de la défense ukrainienne, dans la zone de Zolotaïa Niva et Shakhtarska. Pour la guerre de position de 2025, où chaque centaine de mètres par semaine et chaque kilomètre de progression coûte des dizaines de vies, le résultat obtenu par les troupes russes semble fantastique. Une percée de 6 kilomètres de profondeur en une seule journée. Il ne s'agit pas d'une percée au sens classique, la création d'un couloir étroit que l'ennemi pourrait couper par des contre-attaques. C'est une progression large, en éventail, où une multitude de petits groupes, infiltrés à travers la défense, ont commencé à s'emparer de points clés sur les flancs et à l'arrière de l'ennemi. Zolotaïa Niva, un point d'appui sur le flanc est de la défense de Velika Novosilka, est tombé dans l'après-midi du premier jour de l'offensive. Sa garnison, attaquée simultanément depuis plusieurs directions par des groupes mobiles rapides, soutenus par des tirs d'artillerie massifs et des frappes de drones FPV, n'a pu organiser de résistance efficace. Ceux qui ont tenté de battre en retraite sont tombés sous le feu des drones russes qui patrouillaient toutes les routes de la région. La majorité a été contrainte de se rendre ou a péri en tentant de rejoindre ces lignes. La chute de Zolotaïa Niva a exposé tout le flanc oriental de Velika Novosilka. Le groupement ukrainien défendant la ville a soudainement découvert que son flanc droit était complètement ouvert, que l'ennemi était parvenu sur ses arrières et menaçait de couper ses communications. Les tentatives d'organiser des contre-attaques avec les réserves locales ont échoué. Les unités envoyées à la rencontre des groupes mobiles russes tombaient dans des embuscades, étaient détruites par des drones kamikazes ou abattues par des tirs en embuscade. L'initiative est totalement passée aux assaillants. La question du ravitaillement est devenue critique pour le sort du groupement encerclé. L'artère principale reliant la garnison de Velika Novosilka à l'arrière, la route T-0518, s'est retrouvée sous le contrôle de tir total des drones russes. Une innovation y a été appliquée, élargissant considérablement les capacités des drones, l'utilisation de relais montés sur des ballons captifs. Ces ballons, équipés de matériel de relais de signal, ont permis aux opérateurs de drones FPV de travailler à des distances dépassant largement les 20 à 30 km habituels en ligne de visée directe. Désormais, les opérateurs russes pouvaient contrôler par drone des tronçons de route profondément à l'arrière de l'ennemi, détruisant toute tentative d'acheminement de munitions, d'évacuation de blessés ou de transfert de renforts. Chaque convoi, chaque véhicule apparaissant sur la route T-0518 était immédiatement attaqué par un essaim de drones. Le ravitaillement de la ville a pratiquement cessé. La garnison, forte de plusieurs milliers d'hommes, s'est retrouvée coupée de ses sources de réapprovisionnement en munitions, nourriture et médicaments. Parallèlement à l'isolement par les routes, les forces russes ont utilisé un obstacle naturel, la rivière Mokry-Yaly, coulant au sud de Velika Novosilka. C'est un petit cours d'eau de 20 à 30 mètres de large, mais avec des rives marécageuses et un courant fort en automne. Tous les ponts sur la rivière étaient endommagés par les frappes de l'aviation et de l'artillerie russe. Le franchissement à gué ou à la nage est extrêmement difficile en raison de l'eau froide et des berges boueuses. La rivière est devenue un mur, bloquant les unités ukrainiennes contre la ville et leur coupant toute voie de retraite vers le sud. Mais le véritable coup de grâce attendait le groupement ukrainien de l'autre côté. Alors que toute l'attention du commandement ukrainien était concentrée sur le flanc est, où l'offensive russe progressait rapidement, sur le flanc ouest, un mouvement a commencé depuis la localité de Ravnopil. L'objectif de cette frappe était le village de Rozdolne, situé à l'ouest de Velika Novosilka. La capture de Rozdolne signifiait la coupure physique de la dernière route reliant le groupement encerclé à l'arrière. Ce fut une manœuvre d'encerclement classique selon le schéma de Cannes.
la célèbre bataille de l'Antiquité où Hannibal avait encerclé et détruit une armée romaine, pourtant supérieure en nombre, par un double enveloppement des flancs. Les troupes russes frappaient simultanément de l'Est et de l'Ouest, cherchant à refermer les pinces derrière l'ennemi. Le commandement ukrainien a réalisé la menace trop tard. Les réserves qui auraient pu stopper le coin occidental de l'offensive avaient été épuisées en vaines tentatives de colmater la brèche à l'Est. Toute manœuvre de force est devenue impossible en raison du contrôle total des routes par les drones russes. À la fin du deuxième jour de l'offensive, les avant-gardes des troupes russes de l'Est et de l'Ouest se sont rapprochées à moins de 10 km. Le goulot par lequel il était encore théoriquement possible d'évacuer le groupement encerclé s'est rétréci à des dimensions critiques. Mais l'évacuation n'a pas eu lieu. Un ordre catégorique est venu de Kiev. Tenir Velika Novosilka à tout prix. C'était une question politique. La perte d'un nœud de défense aussi important, sur fond d'échecs sur d'autres axes, aurait signifié l'aveu de l'échec de toute la stratégie de résistance ukrainienne. Les combats se sont déplacés directement aux abords de Velika Novosilka. Les fortifications de la ville avaient été mises en place par des ingénieurs ukrainiens et occidentaux pendant 3 ans. Les principaux ouvrages étaient orientés vers le sud, d'où venaient traditionnellement les attaques russes. Bunkers en béton, fossés anti-chars, champs de mines, positions de tir préparées dans les bâtiments, tout cela créait une défense étagée puissante, mais uniquement sur l'axe sud. Or, l'offensive russe est venue de l'Est et de l'Ouest, des directions considérées comme relativement sûres, et où la défense était nettement plus faible. C'est un exemple classique de la façon dont une défense minutieusement préparée devient inutile si l'ennemi attaque là où il n'est pas attendu. Les groupes d'assaut russes ont utilisé la tactique perfectionnée lors des batailles de Mariupol, Bakhmut, Artemivsk, Avdiivka, une progression lente et méthodique, quartier par quartier, avec un soutien de tir massif. Un rôle particulier a été joué par les systèmes lance-flammes lourds TOS-1A, Soln Sepiok, et TOS-2, Tosochka, dont les munitions thermobariques incinéraient les points d'appui ukrainiens dans les immeubles, transformant les abris en béton en pièges de feu. L'emploi massif de drones FPV à l'intérieur de la zone urbaine est devenu un tournant dans la tactique des combats de rue. Les opérateurs ont appris à diriger les drones dans l'environnement dense des bâtiments, volant dans les fenêtres, touchant des cibles dans les sous-sols et aux étages supérieurs, là où l'artillerie conventionnelle ne pouvait pas atteindre. À la fin du 3e jour de l'opération, le goulot de la poche s'était rétréci à 2 km. Cela signifiait un encerclement de facto. Un tronçon de 2 km de large, balayé de part en part par l'artillerie et sous surveillance constante de drones, ne peut servir de couloir de ravitaillement ou d'évacuation. Toute tentative de faire passer un convoi y était immédiatement réprimée par le feu. Le ravitaillement du groupement encerclé est tombé à zéro. L'évacuation des blessés est devenue impossible. À l'intérieur de la poche ont commencé les processus caractéristiques de tous les groupements encerclés. Chute rapide du moral, augmentation des refus d'obéissance, panique parmi le personnel. Les commandants locaux, voyant le désespoir de la situation, exigèrent la permission de percer ou d'organiser une retraite. Les refus catégoriques venaient du haut commandement. Tenir les positions. Ne pas battre en retraite. Question politique. Ces mots sont devenus une sentence pour des milliers de militaires ukrainiens piégés. Des cas d'abandon de position non autorisés ont commencé à être signalés. Des unités entières, réalisant qu'elles avaient été abandonnées à leur sort pour des considérations politiques obscures des autorités de Kiev, refusaient d'obéir aux ordres et tentèrent de s'échapper par elles-mêmes de l'encerclement. Ces tentatives se sont terminées tragiquement. Sans coordination, sans soutien d'artillerie, sous les frappes ininterrompues des drones russes et le feu des mitrailleuses, ces groupes ont subi des pertes énormes. Certains ont été capturés, d'autres ont péri dans les champs de mines, d'autres encore se sont simplement dissous dans la steppe en tentant de rejoindre leurs lignes. La chute de Velika Novosilka n'est plus qu'une question d'heure. Les troupes russes contrôlent plus de la moitié de la ville. Les unités ukrainiennes sont coincées dans la périphérie ouest, privées de ravitaillement, de communication avec le commandement, de toute possibilité de retraite. La résistance est sporadique et rapidement matée par des tirs concentrés d'artillerie russe et des frappes aériennes. Mais la signification de cet événement dépasse de loin le destin d'une seule localité et de sa garnison. Velika Novosilka est la clé de voûte qui maintenait toute l'arche de la défense ukrainienne à la jonction des groupements de Zaporijjia et de Donetsk.
Sa chute crée un trou béant dans le système de défense, à travers lequel les troupes russes peuvent développer l'offensive dans plusieurs directions à la fois. Vers le nord, en direction de Vuhledar, et au-delà vers Kourakove. Vers l'ouest, vers Ouliaïpol et l'axe de Zaporijia. Vers le sud, vers Vremivka et l'accès à la frontière administrative de la région de Zaporijia. L'effet domino se déclenche. Les groupements ukrainiens voisins, privés de couverture de flanc, seront contraints de reculer pour ne pas tomber dans de nouvelles poches. La retraite entraînera la perte de lignes défensives préparées, la démoralisation des troupes et une accélération supplémentaire du rythme de l'offensive russe. L'intégralité du front sud des FAU est menacée d'effondrement systémique. L'opération près de Velika Novosilka entrera dans l'histoire comme un modèle de guerre de manœuvre moderne, où le choix correct de l'axe principal de l'attaque, l'utilisation de technologies de reconnaissance et de frappe avancée, et une tactique non conventionnelle d'emploi de petits groupes mobiles ont permis d'atteindre un résultat décisif avec des pertes minimales et dans des délais extrêmement courts. Ce fut un triomphe de l'école militaire russe, capable d'apprendre de ses erreurs et de s'adapter aux conditions de combat changeantes. Pour l'Ukraine, c'est une nouvelle catastrophe, un nouvel échec du commandement qui a sacrifié des milliers de vies pour des considérations politiques éphémères. Les soldats, abandonnés dans la poche de Velika Novosilka sans ravitaillement, sans possibilité de retraite, sans espoir d'aide, ce sont des victimes non pas de l'offensive russe, mais de l'irresponsabilité criminelle de leurs propres dirigeants. Et tandis qu'à Kiev on continue de parler de victoire et de résistance jusqu'au dernier Ukrainien sur les champs du Donbass, la destruction méthodique de l'armée ukrainienne se poursuit. Poche après poche, opération après opération. Velika Novosilka est tombée. Les prochains suivront. La logique de la guerre est implacable.